On en est presque au quart d'heure lyonnais, donc je vous propose que nous démarrions sans prendre trop de retard. Et puis, des personnes nous rejoindront et elles seront les bienvenues. Installez-vous. Voilà, donc je me présente à vous, Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement de Lyon. Et je voulais tout d'abord vous accueillir et vous dire mon plaisir de vous accueillir ce soir dans notre maison commune en mairie d'arrondissement. De vous accueillir en tant que, pour certains, représentantes de collectivités et de territoires et de collectifs qui se sont engagés dans une démarche qui va dans le sens du municipalisme. Accueillir des hommes, des femmes qui agissent mais qui pensent aussi cette démarche de réappropriation politique, de réappropriation citoyenne, et puis vous accueillir citoyens, citoyennes, habitants, habitantes de Lyon 1er, de Lyon et d'ailleurs, pour participer avec nous à cet échange et ce débat autour des villes rebelles, mais plus... Alors, les villes rebelles, c'est quoi? C'est le nom compris des villes en Espagne qui ont voulu, à un moment donné, proposer un nouveau modèle politique. On en parlera tout à l'heure. Et on a choisi de reprendre cet intitulé des villes rebelles pour notre soirée. Et nous parlerons bien sûr de municipalisme, d'écologie sociale et de nouveaux modèles politiques et citoyens. Donc, bienvenue à toutes et tous. Parmi les personnes ici présentes, je voulais accueillir particulièrement, parce qu'elles et ils interviendront tout à l'heure, Bénédicte Monville, militante écologiste, conseillère régionale en Île-de-France, Marc Lascorce, membre fondateur de Barcelona & Comú, et puis également Sergio Catello, qui nous parlera de l'expérience de Riace en Calabre. Je voulais remercier également Diem 25, l'organisation Diem 25 et particulièrement l'équipe locale de Diem 25, donc, qui a largement contribué à la fois à la proposition et à l'organisation de cette rencontre, de cette soirée. Et je voulais remercier tout particulièrement Corinne Niel, élue à la métropole, élue également au sein du 7e arrondissement, membre de Diem, et je crois nous fera une présentation du mouvement Diem, avec Alistair Connor, qui a également largement contribué à l'organisation de cette soirée. Merci à toi. Je voulais remercier Fabien également, Fabien Pic, ici présent, et puis tous les membres adhérents, sympathisants de Diem qui ont contribué à notre soirée. Je voulais remercier également Maxime Chédin d'un autre mouvement, le GRAM, qui nous aidera à animer et à modérer la soirée et nos débats. Alors, nous échangerons sur les expériences de municipalisme ce soir. Pourquoi ici ? Eh bien, parce que depuis 2014, le 1er arrondissement de Lyon s'est engagé modestement, humblement, avec les moyens qui sont ceux d'une mairie d'arrondissement et qui sont donc relativement faibles. Mais donc le 1er arrondissement s'est engagé depuis 2014 dans cette voie, dans cette démarche, comme d'autres territoires le font en France, mais aussi bien sûr en Europe et dans le monde. Alors pour les exemples français, nous pensons bien évidemment à Saillant, pas très loin d'ici. Et nous avons rencontré en tout début de mandat d'ailleurs des élus et des habitants de Saillant. On pense également à Grenoble et Éric Piolle, qui ne pouvait être présent ce soir, nous a malgré tout préparé une petite vidéo qu'on visionnera tout à l'heure pour nous dire, vu de Grenoble, le municipalisme depuis 2014, c'est quoi et comment ma municipalité s'est engagée dans cette voie-là. Donc il témoignera. Mais on peut également citer Paris avec les budgets participatifs qui commencent à être mis en place, même si les budgets participatifs ne sont pas une fin en soi, mais bien un outil de démocratie locale. On peut penser à des initiatives aussi sur Rennes et puis sur d'autres sites. Je pense également à Grand-Sainte, où le maire Damien Carême mène également une politique volontariste. Et puis on voit ici et là, sur plusieurs territoires, des citoyens s'organiser et s'engager.
Alors, ce que je voulais dire, c'est que sans doute, l'histoire économique et sociale du premier arrondissement nous a-t-elle porté, nous élus du premier, avec les habitants du premier, qui nous surveillent, qui nous poussent, qui nous aiguillonnent. Cette histoire nous a certainement poussés dans cette inclinaison-là. Et évidemment, les générations de canuts, d'ovalistes qui nous ont précédés au XIXe siècle nous ont ouvert la voie de ce nouveau modèle. Mais cette décision, cette orientation, au-delà d'un héritage dont nous devons aujourd'hui d'être dignes et que nous devons de perpétuer et de développer, eh bien, cette orientation, elle vient aussi d'un constat. Je crois que nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à partager ce constat qui prend plusieurs formes. D'abord, un constat de dépossession du politique, voire d'abdication du politique, et le plus souvent au profit de lobbies, et notamment de lobbies financiers. Des logiques de plus en plus ascendantes et des logiques également de concentration des pouvoirs aux mains d'oligarchies, que ce soit des oligarchies au niveau mondial, européenne ou nationale. Ce qui va avec, c'est un éloignement, et là aussi on pourrait reprendre le terme de dépossession, une dépossession du citoyen de la prise de décision politique. Et puis, alors là, je voulais faire une aparté sur cette question de l'éloignement du citoyen de la décision politique. On commence à parler des débats à venir sur la réduction du nombre de parlementaires. Hein. Vous savez que c'est une proposition qui est faite. Donc, on nous présente finalement moins de parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat. En gros, un parlementaire pour à peu près 200 000 citoyens, alors qu'aujourd'hui, c'est 110 000. Alors, on nous le présente comme un pas vers la modernité, un pas vers de l'économie, évidemment, hein, moins d'élus, moins de frais et moins de coûts pour le citoyen. Mais on peut aussi se poser la question, est-ce que ce n'est pas, encore une fois, une manière d'éloigner le citoyen de ses représentants politiques, de la prise de décision, et donc finalement des citoyens moins bien représentés, avec des élus qui consulteront encore moins qu'aujourd'hui, parce qu'ils n'auront pas le temps dans des circonscriptions très grandes, associeront moins qu'aujourd'hui, et puis surtout ne rendront plus compte directement aux citoyens, aux citoyennes, et seront certainement des proies plus faciles au lobbyisme de toutes sortes. Et donc là, on voit bien cette crise démocratique qui est présente et qui se poursuit. Et puis l'autre constat que l'on peut faire, eh bien, c'est un modèle économique libéral qui a plus que montré ses limites, avec une facture écologique intenable, et puis également une fracture sociale et territoriale tout aussi intenable. Ce qui fait que, il y a quelques mois, lorsque j'étais en campagne des élections législatives, je disais, s'il y a un état d'urgence dans notre pays, c'est un état d'urgence démocratique et écologique bien au-delà de toute autre considération et état d'urgence qu'on peut nous présenter. Et donc, dans ce contexte international et national, que je viens un petit peu de passer rapidement en revue parce que le temps nous est compté, il y a aussi un contexte local. Alors, bien sûr, un contexte régional, mais aussi un contexte métropolitain, un contexte lyonnais. Ce contexte lyonnais de concentration des pouvoirs, on le connaît de plus en plus. On l'a connu particulièrement à partir de 2008. On l'a connu encore plus fortement à partir de 2014 avec le projet de métropole. Une métropole qui est née au 1er janvier 2015 et qui est un fait assez inédit dans l'histoire de nos institutions. Une métropole dont le budget, si on mêle fonctionnement, investissement, s'élève environ à 3,5 milliards par an. Une métropole qui représente 9000 employés. Une métropole qui a des compétences inédites, qui mêlent l'urbain, le social, les déplacements, le logement, les politiques d'insertion, de santé également, de petite enfance. En tout cas, une métropole aux compétences multiples et au poids très important sur le territoire.
nous avions parlé, et c'est l'avènement de cette métropole qui nous a poussé en 2014 à vouloir présenter un autre modèle sur notre territoire. À l'époque, nous avions parlé de coup d'État démocratique dans la manière dont naissait la métropole, dans la manière dont elle était annoncée. C'est une métropole qui a été créée dans les couloirs du Sénat et les antichambres du gouvernement, sans aucune consultation, ni des conseillers départementaux, ni des conseillers du Grand Lyon de l'époque, et bien sûr encore moins sans consultation des citoyens et sans non plus volonté de créer un véritable sentiment d'appartenance à cette métropole et de rendre vraiment les Grands Lyonnais, Grands Lyonnaises pleinement citoyens de cette nouvelle collectivité territoriale qui naissait. Et on s'était dit à l'époque, et ça se vérifie, que la manière dont naît une institution dit beaucoup de ce qu'elle va être, de la manière dont elle va vivre, de la manière dont elle va fonctionner. Et on voit que dans son fonctionnement aujourd'hui, l'opacité qu'elle a eue à sa naissance, cette opacité se poursuit dans le fonctionnement très antidémocratique et également un fonctionnement qui fait de la dépolitisation un axe fort, avec des conseillers métropolitains qui ne sont pas soumis à l'obligation de rendre compte, mais aussi des conseillers métropolitains et même les vice-présidents qui sont démis de leur pouvoir politique au profit de quelques membres de cabinet ou quelques grands directeurs de grandes directions. Mais globalement, il y a cette dépossession du politique qui est très à l'œuvre au sein de cette nouvelle collectivité. Pourquoi? Deux autres exemples rapides, et ensuite je viendrai au premier, mais là c'était pour vous présenter le contexte et vous expliquer pourquoi aussi sur cet arrondissement on s'est engagé dans cette démarche, pourquoi ça nous paraissait particulièrement urgent. Pour vous donner deux exemples d'antidémocratie, et je parle également sous le contrôle de Corinne qui siège avec moi dans le même groupe au sein de la métropole. La métropole est gérée par une commission permanente qui mêle des vice-présidents de la métropole avec quelques conseillers, on va dire un peu triés sur le volet et choisis par le président de la métropole. Et donc c'est une commission permanente qui n'est absolument pas représentative ni des territoires, ni des groupes politiques qui sont l'émanation du vote des citoyens, puisqu'un certain nombre de groupes politiques ne sont pas représentés dans cette commission permanente. Je peux dire aussi que cette commission permanente, elle est évidemment pas paritaire, avec bien plus d'hommes que de femmes, avec une prédominance de Lyon-Villeurbanne par rapport aux autres 57 communes qui composent la métropole. Et pourtant, cette commission permanente se réunit tous les mois à huis clos, sans journalistes, sans citoyens, sans donc les autres composantes politiques, et délibère en lieu et place du Conseil métropolitain et n'a pas à rendre compte de ses choix et de ses décisions qui souvent ne sont pas neutres, ni budgétairement, ni politiquement en termes d'orientation. Et donc nous avons refusé de prendre part au vote dès le début de cette commission permanente, c'est-à-dire en janvier 2015, en disant qu'on avait là un principe antidémocratique de confusion des pouvoirs. On a une confusion totale des pouvoirs entre l'exécutif et le délibératif. En gros, c'est comme si le gouvernement votait les lois à la place du Parlement. Et bien voilà ce qui se passe à la métropole. On a des vice-présidents qui délibèrent à la place des conseillers métropolitains. Et pour nous, c'est vraiment un souci et même constitutionnel de cette collectivité territoriale. Et puis un autre exemple qui nous pose problème, c'est que cette collectivité, qui est d'ailleurs la métropole de Lyon, est un territoire d'exception par rapport aux autres, comme la Corse, par rapport aux autres collectivités territoriales dans notre pays. La métropole de Lyon est née de la loi MAPTAM et méconnaît totalement une autre loi républicaine qui est la loi PLM, la loi Paris-Lyon-Marseille, qui reconnaît les arrondissements. Et donc, la métropole de Lyon ne reconnaît pas ni les arrondissements, ni leurs maires, ni leurs élus. Et donc, seul le maire de Lyon est en capacité de représenter les Lyonnais et les Lyonnaises au sein de la métropole.
Et donc, les Lyonnais et les Lyonnaises, 550 000 habitants, sont représentés par un seul homme, un seul élu, qui est le seul à siéger pour Lyon en conférence territoriale des maires. Les conférences territoriales des maires étant les lieux où s'élaborent les politiques publiques métropolitaines. Et les maires d'arrondissement n'existent pas parce que la loi MAPTAM ne les prévoit pas. Et donc, sur chaque décision, à chaque fois, nous ne sommes jamais associés, consultés. Le premier arrondissement, c'est 30 000 habitants. Les élus du premier ont été élus démocratiquement au suffrage universel par 30 000 habitants. Eh bien, ces 30 000 habitants ne sont pas représentés par les élus à la métropole. Mais que devrait-on dire du troisième arrondissement? C'est 100 000 habitants. Ça veut dire que sur le troisième arrondissement, on a 100 000 habitants qui n'ont pas leurs représentants en conférence territoriale des maires. Voilà, donc on a vraiment là un principe anticonstitutionnel et antidémocratique selon nous. Donc, face à cette situation économique qui est productrice de richesse pour quelques-uns, mais aussi incapable de résoudre la question du chômage, face à la nécessité de penser pour demain, mais aussi aujourd'hui, une société plus écologique et surtout post-croissance. Et puis, dans ce contexte de confiscation du pouvoir citoyen et politique, nous nous sommes dit, nous allons essayer, à notre niveau, de proposer un gouvernement de proximité dans un espace, le premier arrondissement, dont on veut faire, que l'on voudrait être un espace de réappropriation citoyenne et de réappropriation du politique. C'est en ça qu'on peut dire que les élus du premier entrent dans une démarche qu'on pourrait qualifier de municipaliste. On s'est évidemment inspiré des villes espagnoles, dites rebelles, je le disais tout à l'heure, des expériences que je citais en France. Et alors, nous avons tenté de mettre en place des politiques un petit peu différentes. Je vais donner quelques exemples et je terminerai là-dessus. D'abord, la réappropriation du pouvoir par les citoyens. Eh bien, c'est passé depuis 2014 par la mise en place de conseils. Alors, un conseil d'arrondissement des enfants, où les jeunes de 9 à 12 ans participent des décisions des élus d'arrondissement et surtout portent un certain nombre de réflexions et de projets sur l'arrondissement. C'est des jeunes qui sont élus dans leur classe, dans leurs écoles, pendant 2 ans, et ils sont accompagnés par les élus du premier, par aussi une association issue du mouvement d'éducation populaire, et nous essayons de dégager des budgets également pour accompagner des réalisations concrètes. C'est le Conseil des aînés, avec cette idée qu'on ne fait pas de la politique pour nos anciens, mais bien avec, et qu'ils ont certainement des savoir-faire, des expériences à nous apporter, du temps aussi parfois, à partager et à nous transmettre également des savoir-faire. Et puis, plus récemment, c'est le conseil territorial qui a été mis en place sur le premier arrondissement et qui réunit des membres d'associations, mais aussi de collectifs, de conseils de quartier, de parents d'élèves, les organisations syndicales. Enfin, c'est un conseil très ouvert, des associations culturelles également. Et ce conseil territorial se réunit tous les 2 mois pour essayer de trouver et de débattre de questions qui font sens à l'échelle de notre territoire, et donc peut-être de trouver ce qui fait sens commun, ce qui fait intérêt commun, intérêt général, et réussir aussi à s'extirper un petit peu de ce qu'on connaît un peu trop souvent dans nos SICA ou dans nos assemblées un petit peu locales, où chacun va parler de ce qui se passe en bas de chez lui, et c'est un réflexe bien normal, et comment on essaie de travailler avec les habitants, les habitantes, à regarder un peu au-delà de sa rue et de son immédiat environnement, et de penser un petit peu ce qui est important pour l'arrondissement. Et donc, ils décident ensemble, et à l'unanimité, on essaye d'aller à cette unanimité-là, de 3 questions que des représentants du conseil territorial vont poser en conseil d'arrondissement, à chaque séance publique de conseil d'arrondissement. Et ce qui nous semblait important aussi, c'est que ces habitants, désignés par le conseil territorial sur des questions d'intérêt général, siègent aux côtés des élus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les élus d'un côté, les habitants de l'autre, on est autour d'une table, ils arrivent avec des préoccupations qui font sens à l'échelle d'un territoire.
on en débat, et c'est comme ça qu'on essaye de refaire politique ensemble et de refaire qu'une mairie de proximité est de nouveau un lieu de débat politique de proximité et qui n'est pas seulement le lieu des élus qui font de la politique de leur côté et puis les habitants qui auraient à subir. C'est un peu le principe de démocratie continue, c'est-à-dire que la démocratie, c'est pas tous les 6 ans pour le cas des élections municipales où on met un bulletin dans l'urne, c'est bien tout au long, c'est tout au long du quotidien que cette démocratie doit s'exercer. La manière aussi de se réapproprier le débat, c'est investir l'espace public. Et le plus souvent, on est dehors. On fait de la politique dehors. On rencontre les habitants dehors. On a fait, par exemple, la présentation de notre bilan de mi-mandat sur l'espace public, ce qui permet aussi à ce que des personnes qui ne franchiraient pas forcément la porte de l'institution, eh bien, se sentent plus à l'aise sur l'espace public. Et puis, il y a des gens qui passent aussi par hasard et puis finalement qui restent. Donc, c'est aussi une manière de donner la parole et d'essaimer le débat. Et puis, c'est aussi une revue d'arrondissement à 1. Donc, nous en sommes au 6e numéro et vous pourrez venir chercher des exemplaires où on a décidé de ne pas donner la parole de manière majoritaire à la mairie. Au contraire, on est plutôt minoritaire. La parole des élus est plutôt discrète dans cette revue. Et de donner la parole plutôt à celles et ceux qui font l'arrondissement. C'est une revue qui se veut thématique, c'est-à-dire qu'à chaque numéro, il est proposé un thème. À chaque numéro, on a un invité de la rédaction qui n'est pas un élu, mais qui est un petit peu un spécialiste du thème et surtout qui va être un arbitre et qui va empêcher les élus que nous sommes à vouloir faire dans l'autosatisfaction, parce que c'est toujours un travers c'est un travers un peu classique. Et donc finalement, l'invité de la rédaction, il est là pour dire on rééquilibre un peu, et puis ça permet à des habitants, à des associations, à des acteurs économiques aussi, à des acteurs sociaux, de partager des points de vue sur un thème et ainsi d'avoir des regards croisés sur un territoire, sur une question. Alors là, par exemple, c'était la question culturelle. Le 5e numéro, on a parlé du phénomène de métropolisation, on a parlé de la culture, un autre thème, travailler autrement. Donc voilà, on ne s'interdit pas du tout et au contraire d'avoir un débat de fond sur des sujets sociaux ou sociétaux et heureusement s'il déborde largement les frontières du 1er arrondissement. Donc c'est se réapproprier le débat et la réflexion politique. Et puis, il y a quelque chose qui nous tient énormément à cœur, c'est qu'au fur et à mesure qu'on rend du pouvoir d'agir et du pouvoir de réfléchir aux citoyens, on se rend compte que le sentiment de peur diminue. À partir du moment où on retrouve de la place, à partir du moment où on retrouve une capacité à agir et quelque part à être un petit peu maître des choses, même si c'est dans son environnement, on a moins peur. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire du 1er arrondissement un arrondissement hospitalier, un arrondissement accueillant. Et c'est pour ça qu'on a été très attentifs et on s'est montré participants aux initiatives. Alors, je vais reparler de l'Espagne et de ce qui s'était organisé l'année dernière, les Fearless Cities, et ce concept aussi de ville refuge, et comment on peut être des villes ainsi qui font de l'accueil une valeur, mais aussi une valeur sur laquelle on peut se développer, on peut y compris s'enrichir dans le bon sens du terme et de réciprocité et de ce que les uns et les autres avons à nous apporter. Et le 1er arrondissement est engagé sur ces questions-là, que ce soit d'abord l'idée de vouloir garder le 1er en centre-ville accessible à tous. Une ville hospitalière, c'est d'abord et un arrondissement ou un territoire accueillant. C'est un territoire accueillant pour toutes et tous dans une diversité et une mixité. Ça pose la question du logement. Ça pose la question du foncier, ça pose la question de l'accès au logement en centre-ville, en centre urbain, et, malgré la pression foncière et immobilière. Et ça pose évidemment la question de l'accueil des migrants. Et je dois dire qu'on a un formidable élan d'hospitalité, de solidarité des habitants, des associations, mais également des artistes. Et prochainement, on aura un concert de soutien, d'ailleurs, le 13 juin, aux mineurs non accompagnés qui sont sur notre territoire. Et on va travailler aussi sur des ateliers artistiques avec eux pour qu'ils puissent, à certains moments, se réapproprier leur récit, un récit qu'on leur confisque trop souvent. Voilà, donc c'est des initiatives qui naissent sur le 1er et qui sont nées sur le 1er. Et pour terminer, c'est évidemment le nouveau modèle économique et social, parce
qu'il ne s'agit pas seulement de vouloir faire de la démocratie locale, il s'agit bien aussi de proposer de nouvelles perspectives écologiques, sociales, économiques, avec un objectif de transformation fort de la société. Et donc, sur cet arrondissement, nous avons, durant ce mandat, voulu promouvoir une nouvelle forme d'économie, avec donc un bâtiment qui était géré par la mairie d'arrondissement que nous avons mise à disposition d'associations, de collectifs qui travaillent sur le champ de l'économie circulaire. Donc c'est toute l'économie de la réparation, l'échange des savoirs, le partage alimentaire, le lien avec les AMAP. Donc là, c'est une action très concrète de mise à disposition pour permettre des synergies et renforcer ce secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est des lombricomposteurs qu'on a dispatchés sur le territoire. On est à 8 lombricomposteurs collectifs en libre service. Un lombricomposteur, c'est 70 ménages qui viennent déposer là leurs déchets alimentaires. Et au-delà du fait qu'on récolte ainsi du compost qui ensuite va dans les jardins partagés, c'est aussi des gens qui se réunissent autour de ce lombricomposteur, qui échangent, qui se rencontrent, et ça crée aussi ces facteurs également de lien social. C'est les boîtes à lire, 10 boîtes à lire que nous avons également dispatchées sur l'arrondissement, en lien avec nos libraires indépendants, parce qu'on défend aussi évidemment l'idée de commerce indépendant, et qui permettent l'échange autour du livre, mais également l'échange parce que les gens se rencontrent autour de cette boîte à lire, de ces boîtes à lire. Et puis c'est notre soutien à la monnaie locale complémentaire qui s'appelle la Gonette, dont la mairie du Premier est adhérente, avec cette idée qu'il faut revenir à une monnaie responsable et à une monnaie qui renforce l'économie réelle plutôt que l'économie des finances et des financiers et des banquiers. Alors voilà, il ne s'agit pas d'être un village gaulois, il ne s'agit pas d'être l'oasis perdue dont va parler tout à l'heure dans sa vidéo le maire de Grenoble. Il s'agit d'être un territoire qui propose ici et maintenant des solutions pour demain, mais qui ne propose pas, et pour aujourd'hui, mais qui ne propose pas tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une obligation, me semble-t-il, de fédération, d'échange de pratiques, de réappropriation du pouvoir politique des communes, et d'opposer un modèle qui confisque et un modèle aussi très vertical, eh bien une nouvelle horizontalité, mais une horizontalité organisée, parce que je crois que ce modèle-là oblige encore plus, demande une responsabilité et une éthique encore plus développée. Et là, je crois qu'on a besoin des uns des autres pour se renforcer, mais aussi peut-être pour s'assurer de nos bonnes pratiques mutuelles. Je ne serai pas plus longue et je vous remercie.